Et en fait, j'ai creusé un peu trop. Donc je suis allée un petit peu trop loin. Voilà. J'ai fouillé dans la vie des victimes, j'ai fouillé dans la vie de tueurs aussi. Voilà. Il y a énormément de ressources à ce sujet, énormément de livres, plein de choses. Et en fait, je me suis sentie super mal parce que j'ai commencé presque à faire le deuil des victimes. C'était un phénomène extrêmement bizarre, mais j'étais très mal à l'idée que ces personnes soient décédées dans des conditions aussi atroces. Aujourd'hui, je reçois celle qui vous fait frissonner grâce à ses histoires paranormales ou encore ses récits d'enquête criminelle. C'est la youtubeuse du crime, la youtubeuse du suspense. Voici Liv dans Safe Zone. Bonjour Liv. Est-ce que je dois t'appeler Olivia ou Liv? Liv, c'est très bien. Liv, c'est très bien. C'est très bien. Tu fais la bise. Est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de me parler un peu plus de toi? Parce que sur ta chaîne, tu parles pas tellement de toi. Hein. C'est vraiment ton travail en avant. Exactement. Et bien sur ma chaîne, je suis haute à 100%. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir parler un peu plus aussi de moi, de mon parcours, des choses qui m'ont amené à créer cette chaîne. Donc ça va être trop bien. Et de ta passion peut-être pour en effet, parce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme comme toi se découvre une passion pour, on va dire, les crimes et le paranormal, qui est une fascination qu'on a tous. Donc ça aussi, on va en parler ensemble. Mais d'abord, on va aller s'installer, puisque tu m'as apporté des objets qui vont me parler de toi, justement. J'ai hâte de te montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, tu m'as apporté des objets qui vont me parler de toi, et puis après, on va parler encore une fois des faits divers. Tu m'as appris l'expression du true crime. C'est le fait divers en anglais, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et ta passion pour ça. Mais d'abord, des objets que tu m'as apportés. Des objets. Eh bien, le premier, on a cette petite peluche, voilà, un petit peu voilà, malléable comme ça. Ouais, un anti-stress. C'est un anti-stress finalement. Ouais. Je l'ai acheté il y a quelques mois à Hong Kong et elle m'accompagne vraiment partout. Elle est vraiment un peu abîmée parce que moi je suis une très grosse stressée. Ah, t'es une très grosse stressée? Très grosse anxieuse, vraiment c'est pas possible. Et donc du coup j'ai toujours avec moi dans mon sac et parfois voilà dans le. T'as toujours été stressée ou c'est la matière première que tu travailles qui t'a rendue encore plus stressée? C'est une bonne question, un peu des deux à mon avis. Donc j'ai toujours été un peu de nature anxieuse, voilà, de nature très sensible à tout. Et puis après, effectivement, en parlant de tous ces crimes au quotidien, je crois que ça a exacerbé l'anxiété. Ça fait 10 ans maintenant que tu as ta chaîne, tu as beaucoup parlé en effet de crimes sanglants et d'enquêtes criminelles. Quelle influence ça a eu sur toi? Qu'est-ce qu'il y a de conséquences sur ta personnalité? Est-ce que ça t'a rendu plus angoissée justement? Ah ouais, 100%. Ça m'a rendue plus angoissée, ça m'a rendue aussi plus austère. Je l'ai senti. Plus austère? Plus austère. C'est-à-dire? Alors, je crois en tout cas que je suis de nature assez solaire, je rigole beaucoup, voilà, je fais beaucoup de blagues. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de ces crimes, en quelques années, j'ai changé. Je suis devenue beaucoup plus grave. Et je le ressens encore aujourd'hui. Plus sombre. Exactement, plus sombre, tout simplement. Je pense que je suis sortie de l'innocence aussi, en apprenant certaines choses, en me plongeant dans certaines affaires qui sont parfois assez compliqué. Et du coup, je dirais qu'aujourd'hui, je suis sortie de l'innocence et que ça m'a marquée de cette manière-là. Quelle est la première affaire sur laquelle tu as travaillé et qui t'a pris aux tripes? Qui m'a pris aux tripes, je pense que c'est l'affaire Maëlys. Ouais. À l'époque, on en parlait énormément. D'ailleurs, c'est l'une des premières affaires que j'ai évoquées sur ma chaîne. Je voyais l'affaire passer à la télévision, à la radio, un peu partout. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux apporter un peu ma pierre à l'édifice? Et du coup, j'ai fait une version un peu synthétique pour YouTube. Et c'est la première affaire qui m'a marquée parce que victime très jeune, forcément, ça prend. Oui, évidemment. Et est-ce qu'il y en a une qui a représenté un virage pendant ces 10 ans où tu t'es dit peut-être là c'est trop dur? Eh bien oui, c'est l'affaire Columbine. L'affaire Columbine, donc... Je me souviens ces jeunes qui avaient mitraillé tout le monde dans une université aux États-Unis. C'était compliqué ça, c'était une affaire difficile. Et c'est vrai que moi je me suis lancée dans ce projet de vidéo en me disant, voilà, l'histoire m'intéresse énormément. Pourquoi deux jeunes de cet âge-là ont décidé de tuer leurs camarades de classe, etc. J'avais envie de creuser là-dessus. Et en fait, j'ai creusé un peu trop. Donc, je suis allée un petit peu trop loin. Voilà. J'ai fouillé dans la vie des victimes, j'ai fouillé dans la vie des deux tueurs aussi. Voilà. Il y a énormément de ressources à ce sujet, énormément de livres, plein de choses. Et en fait, je me suis sentie super mal parce que j'ai commencé presque à faire le deuil des victimes. C'était un phénomène extrêmement bizarre, mais j'étais très mal à l'idée que ces personnes soient décédées dans des conditions aussi atroces. Et ça m'a suivi très longtemps. Donc je suis tombée dans une spirale comme ça pendant un mois. Après, bon, bien sûr, la vidéo est sortie, j'ai arrêté les recherches et ça m'a marqué quand même très longtemps après la sortie de la vidéo. Et depuis, tu mets des limites?
C'est-à-dire, alors comment tu fais pour te protéger des histoires justement dont tu parles? Alors pour me protéger de ces histoires, aujourd'hui, justement, je me suis pas mal distancée du true crime, justement. Voilà. Aujourd'hui, je parle d'autres sujets, donc j'ai décidé d'aborder des histoires extraordinaires, un peu en tout genre, des arnaques, ce genre de choses. Mais je n'aborde plus de crimes sanglants. En fait. Parce que c'est pour te protéger. Ouais, ça a pour été me une protéger. décision vraiment réfléchie pour essayer. Parce que j'imagine, et je te vois là, et je me suis dit, mais c'est vrai que quand on est youtubeuse, toi, tu exerces chez toi, c'est-à-dire tu fais tes vidéos chez toi. Exactement. T'as pas de collègues de travail. Pas du tout. Et tu as la tête dans tes documentations avec des scènes effroyables que tu lis et relis et sur lesquelles tu enquêtes. Tout à fait. C'est terriblement anxiogène, quoi. C'est terriblement anxiogène. Ça met dans une bulle un peu d'horreur. Voilà. Et je pense que quand on parle de gravité notamment, je parlais de gravité tout à l'heure, du fait que j'étais devenue un peu austère, je pense que c'est vraiment lié à cet isolement que j'ai pu vivre, voilà, à travailler très tôt, j'ai commencé très jeune finalement cette chaîne YouTube, à travailler très jeune, à travailler seule, avec peu de vie sociale aussi pendant assez longtemps, et du coup oui, ça m'a complètement enfermée, c'est pas du tout facile à vivre, c'était compliqué. Et dans toutes les affaires paranormales également que tu nous as racontées, est-ce qu'il y en a une qui t'a interpellée ou qui reste en toi ou qui t'a fait peur, tout simplement? Alors, une histoire qui m'a particulièrement marquée, on est en 2019, si je ne me trompe pas, on est en 2019. Moi, je passe quelques jours dans la maison de vacances de mon ex-copain à l'époque. Donc du coup, tout se passe très très bien. On arrive, c'est une très très belle demeure, un très beau domaine. Et je me sens bien sur place, donc je ne ressens pas d'énergie négative. Je me dis, super, c'est cool, je vais passer un bon moment. Finalement, 2-3 jours après notre arrivée, la nuit tombe, on s'endort. Et moi, en plein milieu de la nuit, je suis réveillée par un coup dans le dos. Voilà, comme un coup de coude, quoi, quelque chose d'hyper violent. Je me retourne, je me dis, mais est-ce que c'est lui? Je le vois, il a l'air de dormir. Donc je me dis, bon, c'était peut-être lui. Et je le réveille quand même parce que j'ai envie de m'en assurer. Et il me dit, ouais, bah c'est moi, en fait, je me suis tournée, désolée, voilà, je t'ai heurté, je suis désolée. Donc ok, je me rendors. Le lendemain, on en parle comme ça, autour de la piscine, et il me dit, mais en fait, c'était pas moi hier soir. C'est pas moi je t'ai pas donné de coups, mais je pense qu'il voulait m'apaiser et que je me rendorme. Et je pense qu'il était peut-être habitué à ce que ce genre de phénomène arrive dans cette maison de vacances. Et il t'a donné une explication sur ce qui s'était passé dans cette maison de vacances? Jamais. C'est vrai? Je sais pas. Et t'as réussi à y rester, toi? J'ai réussi à y rester finalement. Par contre, sortir la nuit, pas du tout. Je ne sortais plus, je n'allais plus aux toilettes en plein milieu de la nuit. Mais j'ai réussi parce que je pense que j'ai pas senti d'énergie particulièrement négative, que je me suis dit, bon, peut-être que c'est juste un petit esprit qui est passé par là. Tu crois, toi, aux esprits, au monde de l'invisible? J'y crois beaucoup moins qu'avant. Parce que peut-être qu'à l'époque, j'avais un esprit, quand j'étais plus jeune, peut-être que j'avais un esprit un peu plus neuf, un peu plus naïf, et que donc j'étais beaucoup plus malléable. Aujourd'hui, j'y crois un petit peu moins. Pourquoi? Je crois que j'ai pris en maturité. Et je pense aussi que le fait de parler peut-être d'affaires criminelles, je l'interprète comme ça, mais peut-être ancré dans la réalité un peu plus, et que peut-être que du coup je suis un petit peu moins dans voilà, le monde ésotérique, etc., et que j'y crois plus trop. Je l'interprète comme ça en tout cas, ouais, j'imagine. Alors, tu vas me parler de ce deuxième objet maintenant que tu m'as apporté. Ah, deuxième objet. Donc, ce livre, c'est Cher Inconnu de Berly Doherty. C'est un livre que j'avais trouvé en brocante, je devais avoir 16-17 ans à l'époque. J'avais acheté un lot de livres, il était dedans, voilà. Et du coup, je me souviens, quelques semaines après l'avoir acheté, je me suis dit, bon, je vais me plonger dedans, on va voir ce que ça donne. Et il m'a énormément marqué. Pourtant, rien à voir avec mon histoire ou quoi que ce soit. C'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe enceinte en Angleterre, et qui, du coup, essaie de naviguer cette grossesse qu'elle doit cacher au début, avec un copain qui, lui, va partir à l'université, etc. Et c'est écrit de façon... C'est très pur, en fait. Et je pense que ça m'a marqué aussi parce que, effectivement, ça parle du fait de grandir, quoi. Est-ce que toi, tu écris? Eh bien oui, j'écris. J'ai d'ailleurs écrit un livre en 2021, si je ne me trompe pas. Ils sont passés à l'acte, voilà. C'est mon premier livre. Pour l'instant, je ne reprendrai peut-être pas l'écriture. Pourquoi? C'est lourd, hein, l'écriture d'un livre. Oui, bien sûr que c'est lourd. C'est très lourd. Et j'écris depuis très longtemps, depuis que je suis très jeune. Mais c'est vrai que le fait de se mettre un rythme d'écriture quotidien pour pouvoir atteindre une deadline, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc c'était un bel exercice, mais que je reproduirais peut-être pas maintenant. Est-ce que tu te souviens de tes premières vidéos?
Waouh! Moi, je me souviens de mes premières vidéos. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, la jeune femme que tu étais, et tu vas me parler de ta famille aussi dans un instant, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, la jeune femme que tu es décide d'ouvrir une chaîne YouTube? Waouh! Eh bien, je pense que j'étais une jeune femme qui était assez solitaire au lycée, que j'avais un peu de mal à trouver ma place finalement. Et un peu comme beaucoup de gens à l'époque, j'imagine, je me suis dit que j'allais créer ma propre communauté, un peu à mon image quoi, sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai ouvert cette chaîne YouTube en me disant que j'allais partager un peu mes centres d'intérêt et que ça parlerait à quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça. Alors c'était quoi les premiers centres d'intérêt que tu as partagés? Waouh! Alors à l'époque, je parlais de tout et n'importe quoi. Vraiment de tout et n'importe quoi. Je faisais des petits courts-métrages surtout avec mes sœurs, je me souviens, j'adorais faire ça. Donc je faisais des petits montages avec de belles images parce que j'ai toujours voulu faire de la réalisation, c'est toujours un rêve. Et donc c'était vraiment, je partage mon amour un peu du cinéma et puis mes intérêts de jeune adolescente, on va dire ça comme ça. Alors on a quelques souvenirs à partager avec toi. Waouh! La musique, ça me... C'est très étrange de se revoir plus jeune. C'est toujours une expérience particulière. Alors raconte-moi, pourquoi c'est si étrange? Ça a l'air extrêmement loin et très proche aussi. Voilà. Parce que c'est vrai que le temps passe très vite. On se rend compte quand on atteint la vingtaine, on se rend compte que le temps file. Et du coup, là, je me vois et je me sens très très jeune et en même temps j'ai l'impression que c'était il y a très peu de temps quoi. Donc c'est bizarre, c'est très étrange. Et ça au début ce sont les premières choses que tu partages, tu me disais les courts-métrages et puis tes petites passions de l'époque. À quel moment justement tu vas basculer pour créer une couleur à ta chaîne, à savoir la couleur du crime? Oui, waouh! Alors ça, je crois que ça a commencé en 2016 parce qu'en 2016 je regardais beaucoup de contenu justement de true crime américain. Alors aux États-Unis, ils ont commencé bien avant nous, ils sont souvent précurseurs. Et donc, moi, j'adorais ce type de vidéos. Bien avant YouTube, j'avais déjà commencé à regarder ce type de contenu aussi à la télévision, on a des Pierre Bellemare à l'époque, Christophe Ondelat, etc. Et donc, ah oui, tu aimais les rois du crime. J'aimais déjà les rois du crime à l'époque. J'étais déjà vraiment très investie. Et donc, en 2016, justement, je crois que c'est l'affaire Maëlys qui m'a donné envie de parler pour la première fois d'une affaire criminelle et que j'ai continué, par c'était juste au départ, c'était pas un parti pris de dire je vais faire que ça. C'était vraiment l'affaire Maëlys, tu me l'as dit tout à l'heure, où tu t'es dit je vais faire un résumé pour YouTube. Tout à fait. Et ça t'a plu, et c'est là où tu t'es dit que tu allais te spécialiser là-dedans. Exactement, vraiment ça. En fait, à l'époque sur YouTube, je postais tout et n'importe quoi. Vraiment, c'était un journal intime, c'était à peu près ça. Et donc, l'affaire Maëlys, c'était quelque chose qui m'intéressait à ce moment-là, donc je me suis dit pourquoi pas en parler. Et j'ai vu que justement, ça intéressait énormément les gens. Et t'as vu le nombre de vues, t'as vu le nombre de personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Je me suis dit, ouais, c'est étonnant en fait. Donc d'autres personnes s'intéressent aussi à ce genre de sujet, à la psychologie criminelle, etc. Donc pourquoi pas continuer sur ce chemin-là. Donc c'est un pur hasard. Ah, c'est un pur hasard. C'était pas un choix, c'était... Non, pas du tout. D'accord, c'est ta communauté, c'est le public qui t'a emmené vers ça. Tout à fait, exactement. Ouais. Parle-moi de ces photos qu'on voit derrière moi. Alors présente-moi, qui sont autour ces personnes. Alors, sur ces photos, on a donc moi à droite, ma petite sœur Frédérique qui du coup qui est la cadette, et on a ma sœur Ninel qui vient juste après moi. Et du coup, on a une sœur aînée aussi, Jessica, qui n'est pas sur la photo. D'accord. Voilà, donc les trois sœurs, photo de classe. Quel rapport tu as avec tes sœurs? Alors, j'ai un rapport, je suis très très proche de Ninel aujourd'hui, donc Ninel qui est tout à gauche. Je suis moins proche de Frédéric aujourd'hui. On a eu des conflits familiaux qui font que on ne se parle pas beaucoup. Et donc, c'est récent les conflits familiaux? Ça date de l'année dernière, assez récent. Donc je me suis séparée d'une partie de ma famille. Donc j'en ai pas mal parlé sur Instagram. Et donc aujourd'hui, je suis surtout proche de ma petite sœur Ninel et puis aussi un peu de la famille de mon père, que j'ai retrouvée récemment.
Et là, c'est Ninette, justement? Là, c'est Ninette, justement, ouais, sur cette photo. Donc voilà, et là, c'est toi? Été proche. Et là, c'est moi, bébé. Oh, voilà. Trop choupinette. Justement, ta sœur, elle avait aussi... Coucou ma sister d'amour, Wow. Je suis très contente aujourd'hui de te faire cette surprise. Wow. Ça me tient vraiment à cœur. Vraiment, j'aimerais te dire que je suis très fière de toi. Je suis très fière de la femme que tu es devenue. Je suis très fière de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu construis. Tu as cette lumière et ne laisse jamais personne éteindre cette lumière. J'ai décidé d'écrire une lettre que j'aimerais te lire maintenant. Avant tout, je veux te dire ceci, je suis fière de toi. Fière de la femme que tu es devenue, fière de la manière dont tu te lèves chaque jour pour avancer, fière de tout ce que tu construis. Tu brilles et ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. Tu brilles pas seulement par ta présence, mais par ton travail, par ta discipline, par la force que tu dégages. Tu peux être fière de toi et nous qui t'aimons, nous le sommes. Mais ce qui compte le plus, c'est que je suis fière de t'avoir comme sœur. Avant cette année difficile, avant les épreuves, avant tout le reste, je suis fière d'être liée à toi, fière de dire que tu es ma grande sœur. Depuis 1 an et demi, ce n'est pas simple. On a connu des tempêtes, beaucoup de silence. Et ces journées qui demandaient plus de courage qu'on en avait parfois. On a affronté des choses qui auraient pu nous éloigner, nous épuiser, nous faire tomber, mais à chaque fois que la vie nous testait, on choisissait de rester fortes ensemble. Oh. Ah, l'émotion. Ouais. Ah, ça me touche beaucoup. On m'avait dit qu'on pleurait chez Safe Zone, et bien effectivement. Vous parlez souvent, vous dites beaucoup de mots d'amour avec ta sœur? On parle énormément. C'est vrai qu'avec Ninette, on a toujours été beaucoup plus proches. On est aussi proches en âge. Donc on a 1 an et demi de différence, presque 2 ans si je ne me trompe pas. Donc ça force aussi la proximité. Ouais. Et bien on s'est beaucoup rapprochés dernièrement. On a eu une période où on était un petit peu moins proches, voilà, la vie, l'adolescence, etc. Et aujourd'hui, on est quand même vraiment très très proches. Et c'est vrai que toutes les deux, on a, je pense, une intelligence émotionnelle peut-être un peu supérieure aux autres membres de notre famille. De la famille. C'est ça. Parle-moi de ton schéma familial. Mon Toi, schéma familial. Tu es née où et tu as grandi où? Oui. Alors moi, je suis née au Congo. Je suis née au Congo. Donc j'ai un père donc, qui était haut gradé dans l'armée. Du coup, j'ai une famille, la famille de mon père, voilà, c'est une famille assez importante finalement. Donc quand j'étais effectivement assez jeune, on vivait dans de très bonnes conditions, hein, je dirais. Je viens d'une bonne famille de ce côté-là. Finalement, en fait, je suis arrivée en France en 2001, si je ne me trompe pas. Donc moi, j'avais 5 ans à peine, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, en fait, le schéma familial, le cocon s'est un petit peu effondré. Parce que tes parents sont séparés? Parce que mes parents se sont séparés. Donc mon père est rentré du coup au Congo, reprendre un peu sa vie. Ma mère est restée seule en France. Et du coup, le confort qu'on a toujours eu finalement, il a un peu disparu avec mon père, quoi. Ce qui veut dire que ma mère a été vraiment... a dû nous élever toutes les 4 toutes seules, prendre une grosse charge sur elle, beaucoup de responsabilités pour une femme seule avec 4 enfants, donc c'était très compliqué à ce moment-là. Et du coup, effectivement, un schéma familial un peu comme de meute finalement, voilà, de meute de loup, une tribu féminine. Tout à fait. Et t'as gardé quoi comme lien avec ton papa? Avec mon papa, eh bien, pas énormément de liens. Je dirais que peut-être un lien un peu d'âme, un lien de voilà, parce que j'ai l'impression qu'on avait à chaque fois qu'on me parle de lui, on a les mêmes intérêts, la lecture, ce genre de choses, ou même la posture peut-être. Enfin, on me dit souvent ce genre de choses. Mais du coup, malheureusement, moi, je l'ai pas beaucoup connu. Ouais. Parce qu'après, il est décédé en 2010. Moi, j'avais 13 ans à ce moment-là. Il est décédé de quoi, ton père? Il est décédé d'une tuberculose osseuse ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est ce qu'on m'avait dit. C'était très flou encore pour moi. C'est vrai que du coup, c'est une partie particulière de ma vie parce que moi, à 13 ans, j'accompagne ma mère au Congo pour pouvoir assister à l'enterrement de mon père. Ma sœur aînée, elle devait passer le bac, donc elle ne pouvait pas venir. Et donc moi, j'étais la candidate suivante. Et voilà, je pense que c'est aussi la fin de l'innocence pour moi à ce moment-là, d'assister à cet enterrement-là, de renoncer complètement finalement à une figure parentale, masculine en tout cas. Et donc ouais, c'était une partie particulière de ma vie aussi. À quel moment tu y penses le plus à ton père? Je pense que j'y pense le plus au moment où j'aurais besoin de sa présence, j'imagine. Hein, voilà. Parce que je suis une personne qui porte énormément de choses toute seule et qui n'aime pas beaucoup déléguer les choses. Voilà, c'est un peu ma personnalité. Et je crois que du coup, dans certains moments où j'arrive un peu à ma limite, eh bien, je pense à ça. Voilà, je pense à
la personne que j'aurais pu être si j'avais eu cet encadrement paternel, etc. Même d'un point de vue confiance en soi, parce qu'un père, ça apporte beaucoup au final, hein, voilà, dans la confiance en soi d'un enfant. Donc c'est dans ces moments-là, effectivement, que ça revient beaucoup. On t'a apporté un objet mystère, c'est-à-dire que c'est un objet que nous, on a apporté, qui va te parler de ton histoire et tu vas m'expliquer pourquoi. Je te laisse ouvrir cette boîte. Waouh! Ah oui! Ah, le journal d'Anne Frank. Bon, le journal d'Anne Frank, livre très connu mondialement. Et c'est un bouquin qui m'a énormément marquée. Moi, la lecture, je me suis réfugiée dedans très tôt. Donc, je me suis mis dans les bouquins très très tôt. J'adorais ça. Peu importe le type de livre, je me plongeais dedans. Et j'ai découvert le journal d'Anne Frank à 13 ans, je crois, pareil. C'est un livre qui m'a marquée, qui m'a traumatisée, mais peut-être un peu dans le bon sens aussi, où j'ai appris à relativiser sur ma propre vie, voilà, sur mes propres petits problèmes d'ado. C'est un livre qui m'a hantée pendant très longtemps. Très très longtemps. Je dirais pendant 2-3 ans, où j'y pensais très souvent. Je me rappelle, je faisais des recherches mais approfondies sur Anne Frank. Je connaissais absolument tout, vraiment tout de sa vie. Donc c'est une belle... belle édition en plus, en plus c'était une belle édition. Magnifique. Est-ce que tu as beaucoup de contacts avec ta communauté? Ma communauté, eh bien, j'ai pas autant de contacts que j'aimerais en avoir avec ma communauté. Ouais. C'est-à-dire? Je me sens proche de ma communauté et j'essaie vraiment de répondre beaucoup aux commentaires, de répondre aux messages, etc. Mais en fait, j'ai beaucoup de blocages, j'ai beaucoup de peur parce que en tant que créateur, forcément, on est très souvent soumis à des polémiques, ce genre de choses, des petites choses qui ne plaisent pas à tout le monde, hein, on n'est jamais parfait. Et c'est vrai que depuis quelques temps, moi, j'ai beaucoup de mal à connecter du coup avec ma communauté. J'ai beaucoup de mal à connecter, je pense, avec juste les personnes qui regardent mes vidéos en général. Voilà. Donc je suis très bienveillante et je suis très heureuse de les croiser dans la rue, de pouvoir communiquer avec eux via les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi toujours une très grande peur de les décevoir. Ah oui, on parlait de confiance en soi, on est bien. Oui, voilà. En effet. Mais même en ligne, tu réponds pas, tu réponds, mais réponds, mais en fait, parfois, j'ai cette peur justement d'aller lire ma section commentaires, par exemple. Voilà, je le fais tout le temps parce qu'il faut que je me bouge. Mais du coup, j'ai toujours peur, effectivement, d'ouvrir la section commentaires et d'être critiquée. Parce que dans ces moments-là, quand il y a un haters, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose de désagréable, tu le vis très mal? Je le vis très très mal. Moi, je suis extrêmement sensible. Tout est exacerbé pour moi. Et donc, parfois même un commentaire qui est tout bête sur une erreur, une faute de frappe dans la vidéo, ce genre de choses, déjà peut m'atteindre un petit peu. Ça te vexe? Ça peut me vexer, ça peut me faire me sentir « Ah merde, j'aurais peut-être dû faire mieux » ou je sais pas. Et je me remets en question pendant très longtemps pour des choses qui peuvent être anodines pour beaucoup de gens, quoi. Donc c'est compliqué. Mais il y a quelqu'un qui t'entoure, il y a des gens qui t'entourent. Déjà, est-ce que tu travailles en équipe sur tes vidéos aujourd'hui, avec un monteur ou est-ce que tu fais tout de A à Z toute seule? Alors aujourd'hui, heureusement, je peux déléguer. Voilà, j'ai 3 monteuses, je leur fais un petit coucou à mes monteuses qui sont vraiment très très cool. J'ai aussi un graphiste pour les miniatures, donc je suis accompagnée. Je travaille aussi avec mon copain maintenant. On travaille ensemble, donc du coup il gère plutôt le côté prod, etc. Et ça a quand même changé beaucoup de choses. Bah évidemment, parce que maintenant, s'il y a une erreur, on va, entre guillemets, c'est une erreur d'équipe. Tout à fait, exactement. Ça, c'est vrai, hein, ça aide beaucoup. Et puis aussi, la possibilité de se reposer sur quelqu'un, quoi. Voilà, c'est plus simplement ma chaîne YouTube, mes erreurs, c'est commun. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir partager un petit peu les problèmes. Et c'est aussi pour ça que tu parles pas beaucoup de toi ou tu racontes pas l'envers du décor. C'est parce que tu as peur de ce qu'on peut penser. Tu es une créatrice de contenu, encore une fois, qui n'offre d'elle que de son contenu. Oui, tout à fait. Ouais, je suis hôte, je suis support, je dis souvent, je suis le support finalement de ces histoires. Et moi, je me livre pas beaucoup. Et je crois que c'est aussi parce que j'ai peur. J'ai un peu peur d'être vulnérable. Finalement, on le voit beaucoup. Hein, on voit les créateurs qui se livrent, comment dire, les critiques auxquelles ils peuvent faire face au quotidien. Et toi, tu te sens pas armée? Et moi, je me sens pas armée pour ça, en fait. Vraiment. Ça te blesserait trop? Ça me blesserait beaucoup trop. J'aurais beaucoup de mal, en fait, à justement me montrer vulnérable moi-même et qu'on me renvoie quelque chose de négatif. Voilà. Donc pour le moment, j'essaie de poster un peu plus sur les réseaux sociaux. On m'a dit que je devais poster un peu plus, mais c'est toujours contrôlé. Qu'est-ce qui te dit que tu devrais poster un peu plus? Alors c'est un peu mon agence qui me dit ce serait une bonne idée de poster un peu plus. Ils ne mettent pas du tout la pression, ils sont très cool. Mais ils me disent du potentiel, il y a des choses à faire en fait. Tu pourrais tester des trucs. Et moi c'est vrai que j'ai toujours cette grande peur j'ai la peur de l'échec, j'ai la peur de me présenter différemment
différemment de la manière dont je me présente sur YouTube, où c'est quand même très contrôlé, hein. C'est vraiment face cam, voilà, je parle, j'ai un script, etc. Donc, j'essaie petit à petit, je fais des tentatives, mais je ne me sens pas encore complètement à l'aise avec ça. La télévision, ça te plairait si on te demandait de faire la même chose à la télévision ou de présenter une grande émission de faits divers à la télé? Ça pourrait me plaire. En effet, ça pourrait me plaire. Ça me sortirait déjà de la bulle YouTube, parce que c'est quand même une bulle YouTube. C'est très particulier. Et puis parfois Pourquoi aussi, une on se bulle? sent Pourquoi pas... c'est une bulle? Au contraire, on pourrait dire que c'est extrêmement ouvert vers l'extérieur, mais tu trouves pas? C'est vrai, moi j'ai l'impression que c'est une bulle. Après, c'est peut-être aussi parce que moi, je suis moi-même dans une niche particulière. C'est-à-dire que je ne partage pas ma vie, je ne suis pas lifestyle, etc. C'est vrai, je suis dans une bulle, dans ma petite bulle en tout cas, moi, voilà. Et c'est vrai que je me dis que la télévision pourrait m'aider à grandir, à côtoyer d'autres personnes, à peut-être aussi avoir ce cadre de vie que je n'ai pas forcément aujourd'hui, c'est-à-dire que d'avoir des horaires, des collègues, et ça, exactement. Ça te manque en fait. Ça pourrait me manquer. J'ai jamais vraiment eu cette expérience-là, du coup, parce que j'ai commencé YouTube très tôt, et ça pourrait effectivement m'intéresser de voir un peu ce que ça donne, d'avoir une structure de vie un peu plus claire. Ça t'irait bien, parce qu'en effet, après, il y a une espèce de... Il y a un peu plus de distance, l'animateur, et finalement, et c'est le même métier que tu fais, mais en effet, à l'antenne. Mais tu as raison, c'est scripté, ça te correspond finalement bien. Ça me correspond bien, exactement. On a un petit clin d'œil d'une personnalité télé, justement, qui voulait... Coucou Lydia, je sais que tu es une fan de Faites entrer la cuisine, regarde, c'est un jour de froid, un jour d'automne, un jour de feuilles mortes. Wow. Et je voulais te remercier de ta passion pour ces histoires criminelles. Incroyable. Et te remercier aussi d'être une fan de Faites entrer la cuisine. J'aime beaucoup ce que tu fais, continue comme ça. Oh, c'est tellement mignon. Dominique Cruzet. C'est tellement adorable. Ça me touche beaucoup. Waouh. On va jouer ensemble maintenant, on va t'expliquer. Alors, à la prod, ils nous ont préparé un petit jeu interactif. Je vais le découvrir comme toi. Je crois que tout est expliqué et comme ça, à la maison, vous allez pouvoir jouer vous aussi. Super. C'est parti. Effets spéciaux. Bienvenue, Faustine et Liv, Le budget est ému. dans Crime Zone. Waouh. Ok. C'est un mélange entre toi et moi, Crime Zone. Oh, Les règles vraiment, sont c'est simples. fou. Trouve l'affaire ou l'histoire qui se cache derrière ces émojis. Tu as le droit à 3 émojis pour deviner l'affaire. Il y a 30 secondes pour deviner l'affaire. Bon courage. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Ok. C'est Donc, il y a clair des pour toi? emojis qui vont nous faire deviner une affaire. Exactement, tout à fait. Bah, Alors, écoute, mais une affaire en particulier, c'est ça? Première affaire. Alors, une jeune femme, Jeune femme blonde, ou une petite fille, visiblement. je sais pas d'ailleurs. Alors, je crois que c'est une jeune femme. Hein. Jeune femme. Ouais, on va dire une femme, une fille. Oh, violée. Utérus. Elle a été Elle violée. est violée. Enceinte. Jack Tu l'éventreur. Jack l'éventreur. Oui. Tu sais, c'est la Ah, victime qui a été éventrée complètement. Je sais pas si tu connais l'histoire. Si, alors je connais Jack l'éventreur, mais je connaissais pas cette victime-là. Alors on va horrible. vérifier, On on va va vérifier. vérifier. C'est Alors, horrible, mais c'est vous avez horrible. trouvé? C'est terrible. C'était horrible. Bah, Liv, Et elle dit oui, que en c'est quoi? effet, il s'agit de l'affaire de Jack l'éventreur. C'est horrible. Jack Quand j'ai vu Utérus, l'éventreur j'ai est un compris. tueur inconnu qui a assassiné plusieurs femmes à Londres Exactement. en Il en a 1888. éventré une, mais d'une manière... Il n'a jamais été identifié. Ah, trop fort. Ok. Moi j'étais sur Allez, on continue. enceinte ou Affaire violée. suivante. C'est moche. Mais c'est pas simple, mais c'est smart comme jeu par contre. C'est smart. Deuxième affaire. Ok. C'est un bidon Un bidon. d'essence, je pense. Ouais, c'est un bidon d'essence. Une on canette, dirait. je sais On pas. dirait un bidon d'essence, je suis d'accord avec Bidon toi. d'essence. Ouais. Photo. Ok. Alors là, par contre... Un appareil photo, un bidon d'essence. Et qu'est-ce qu'est le troisième? Lunettes. Un inspecteur. Le seul truc qui me Un viendrait, c'est paparazzi. Jeffrey Dahmer. Hein. Tu vois, avec les lunettes. Alors, Oh, vous avez trouvé? on n'a pas. Alors peut-être Liv elle dit, mais moi Et pas. oui, Ouais, peut-être il Jeffrey s'agissait Dahmer, hein. bien de Jeffrey Dahmer. Ah voilà, c'est les lunettes. Jeffrey Dahmer Mais était un tueur c'est en dangereux série d'ailleurs. Pourquoi je suis américain aussi qui a forte à tué ce genre de jeu, c'est 17 pas bien. hommes. C'est pas une bonne Il chose. a été arrêté en 1991 Ah, c'est et les tué en lunettes, moi, qui prison. m'ont...
Bah t'es forte, hein, parce que alors moi pour le coup, Les j'y sujets, étais tu pas vois. du tout. Allez, On on connaît le continue. sujet, t'as vu? Affaire suivante. Maîtrise. Tout était dans les lunettes. Les lunettes, exactement. J'aurais peut-être pas trouvé. Hein. Ok. Et par contre, photo, l'appareil photo, pourquoi? Il a pris des photos? Il a peut-être pris des photos de ses victimes. Troisième affaire. Ah ouais, non mais t'es incollable, là, je Alors, t'aurais on va jamais. voir, hein. on va voir. Ah là, je suis pas sûre. Là, par contre, Crocodile. ça me dit rien. Crocodile Ça me dit Dundee. rien. Crocodile Dundee. Un crocodile, Voiture. une voiture. Ça me semble très flou là, par contre. Hein. Une voiture, un crocodile. Un autostop. Voiture, autostop. Mais, Ça te dit mais un vient truc d'où ces crocodiles dans ce cas-là, voiture autostop, mais crocodile? Pas, alors là, je l'ai pas. Non, je l'ai pas du tout là, par contre. Alors, L'autostop. vous avez trouvé? Non, Pas du tout. Non. Eh oui, il s'agissait bien de Eileen Wuornos. Eileen Wuornos oui, était d'accord. une tueuse en série américaine qui a tué 7 hommes. Oui, c'est Elle a une été prostituée qui a tué des exécutée en hommes. 2002. C'est une histoire assez dingue, ça aussi. Mais hein, alors par pourquoi contre, la voiture, elle faisait les prenait dans deux Allez, on Bah, continue. je pense qu'elle prenait les hommes en Affaire stop ou alors suivante. elle se faisait prendre en stop, je sais pas. Par contre, le crocodile. Ouais, je j'ai ne- pas vu le rapport. J'ai pas vu le rapport. Si, c'était peut-être ses origines. Ah, c'était en Floride. Ah, c'était en Floride. Ah, ouais, d'accord, ok, ouais. Ah ok, oui, c'était on l'a. pointu, c'était pointu. Alors celle-là, on va... alors, attention. Allez, on a Faustine, trois- Faustine, tu vas la trouver. J'en suis sûre. Ah non, mais moi, je suis pas de la preuve, c'est que je suis pas spécialiste. Hein. Et voici la dernière affaire. Ok. Bonne chance. Alors. Le Ah ouais, diable. le diable, ok, ouais. Enfin, le masque, un masque. Un masque, oui. Diable. Mais ça pourrait être le diable. Ouais. Un hôpital? Ouais, un hôpital, Ouais, je sais pas, ou une école, Ouais, ça peut être ce qu'on veut. Ouais, Ça peut être tout ce qu'on veut. Un hein. masque, ouais, t'as raison. Et Une petite fille. Quoi? Là, ça ne me dit C'est un musée. absolument rien. c'est un musée. C'est un musée? Un musée. Attends. Alors, vous avez trouvé? Non, on n'est pas Une aussi petite glauque que bleue, toi, en ouais, fait. franchement, Eh pas du oui, tout. il s'agissait bien de Annabelle. Annabelle est une poupée d'accord, ouais, non, Ah, rien à d'accord, voir. ok, là, Nous, on connue était... pour des on phénomènes était dans le crime. paranormaux. On n'était pas dans le rapportés paranormal. Je dans pense qu'on les était dans le années crime. Nous, on était dans le 1970 crime. Rien à voir. et popularisé par les films d'horreur. Mais Bravo à vous deux. Vous avez fait un excellent Bravo travail. à Liv, parce que Merci moi, beaucoup, j'étais vraiment Faustine. pas sur le Bientôt dans Faustine Crime m'a Bah non, je supporté retiendrai. émotionnellement, donc c'est déjà Crocodile bien. Floride. Exactement. Allez, on passe au salon. Je voudrais te montrer une vidéo. Hello Olivia, on m'a proposé de faire un petit message surprise. Et même si on a l'habitude de tout se dire, je voudrais quand même profiter de cette occasion pour te dire à quel point tu es quelqu'un d'exceptionnel. Je suis vraiment, vraiment heureux de t'avoir à mes côtés. Et que je souhaite te rappeler aussi que tu es quelqu'un d'exceptionnel, que t'as pas besoin de mettre autant de pression et que chaque jour qui passe, tu deviens cet idéal que tu espères devenir. Finalement, si tu ne l'es pas déjà. Donc voilà. Prends soin de toi et je suis là pour prendre soin de toi. Et rentre vite à la maison pour dîner. Allez, bisous. J'adore le rentre vite. C'est lui qui cuisine à la maison. tout le temps. Comment tu l'as rencontré, On ton s'est homme? rencontrés, alors il y a 5 ans maintenant. Oh, le temps passe tout vite, ça, c'est fou. Chez des amis, à une soirée, un anniversaire, Ouais. une amie en commun, à laquelle on ne parle plus, ce qui est drôle, donc voilà. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça, et on était amis pendant quelques mois, et puis après, on s'est mis ensemble. C'est quoi comme genre d'amoureuse, toi? Moi, exigeante, je dirais. Je suis exigeante. Hein. Je pense que je suis exigeante avec moi-même et donc avec tout le monde autour de moi, ce qui n'est pas toujours la meilleure des choses. Mais lui, il arrive pas mal à me faire redescendre et à me faire devenir un peu plus douce et surtout un peu plus terre à terre et ne pas être trop dans ma tête. Il te dit d'ailleurs à un moment qu'il faut que tu arrêtes de te mettre la pression. Sur quoi tu te Ouais. mets la pression? Sur absolument tout. Moi, je me mets la pression en permanence surtout sur les vidéos YouTube, si je publie pas à l'heure à laquelle je vais publier, bah, ça me met beaucoup de stress. Sur le quotidien aussi, la manière dont je traite les gens, par exemple, si je n'ai pas été assez présente ou j'estime que je n'ai pas été assez présente pour une amie, ce genre de choses, je vais me mettre la pression. En fait, du coup, c'est une accumulation un peu au quotidien de plein de petites choses que je capte. Donc ouais, c'est surtout. Et est-ce qu'en tant que créatrice de contenu, tu te mets la pression sur tes stats? Absolument, tout le temps. Enfin, je dirais que... Tu regardes combien de fois par jour tes stats? Alors, je dirais qu'au moins une fois par jour.
D'accord. Au moins une fois par jour, je fais un petit point, je regarde ce qui se passe. Donc ça, je pense que c'est très commun. Bon, j'ai dit que je mettais beaucoup la pression. Je pense que c'est pas vraiment le cas. Je me mets beaucoup la pression pour la qualité de mes vidéos maintenant, mais moins sur les statistiques. Je suis arrivée au stade où j'ai vu beaucoup de saisons de YouTube. J'ai vu que YouTube changeait énormément, que ma chaîne pouvait fluctuer, hein, voilà, au niveau de tout ce qui est chiffres. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu une période où effectivement, mon estime de moi dépendait de ma chaîne YouTube. Et notamment d'un chiffre tous les jours? Ouais, vraiment. Et c'était quoi? Tu regardais les statistiques, le nombre de vues, le nombre de quoi en fait? Eh bien, alors le nombre de vues, ouais, ça c'était surtout ça. C'est surtout une question de chiffres, ce qui est bête, hein, parce que quand on regarde les commentaires, finalement, on voit beaucoup d'amour, mais c'est surtout effectivement les nombres de vues. Alors, quand une vidéo est publiée sur YouTube, pour les novices, on a le classement dans les 1 heure après la sortie de la vidéo, et donc on peut voir comment elle performe par rapport aux autres vidéos qu'on a postées, aux 10 dernières vidéos. Et donc, parfois, on voit que la vidéo est 10 sur 10. Et ça, c'est compliqué, ça, c'est dur, ça, c'est dur à gérer. Donc, ça, c'est compliqué pour moi. C'est qu'en fait, YouTube te met en compétition avec tes propres vidéos. Avec toi-même, voilà. Ouais, et YouTube te dit, voilà, là, tu es nul, donc fais mieux. Voilà, c'est exactement ça. Donc, enfin, non, tu n'es pas nul, tu es nul. En tout cas, il n'y a pas le nombre de vues espérées. Exactement, tout à fait. C'est vrai que c'est important. Mais du coup, toi, tu l'entends, et toi, tu entends, en fait, tu es nul. Bah non, tu n'es pas nul. Parce que pour 1000 raisons, la vidéo a peut-être moins fonctionné, mais qui sont des raisons qui sont aussi inexplicables, quoi. C'est compliqué, hein, parce qu'en tant que créateur de contenu, je crois qu'on lie beaucoup notre estime de nous à notre travail. C'est très particulier comme métier. Hein. Et donc ouais, c'est vrai que moi, je me dis pas la vidéo est nulle. Je peux effectivement me dire, je suis nulle, quoi. C'est nul. C'est pas, voilà. Et puis la pression, c'est aussi moins de vues, c'est moins de revenus. Tout à fait. Parce que tout est lié au final. Les stats qui baissent, on est moins payé. On peut aussi beaucoup s'inquiéter pour la pérennité de notre chaîne. Moi, je m'inquiétais beaucoup à ce sujet-là pendant très longtemps, même aujourd'hui. Hein. Je me dis, YouTube ne durera peut-être pas éternellement. Je fais quoi après? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer de cette chaîne YouTube? Donc, c'est quelque chose qui est tout le temps là. En fait, hein. Pour moi, en tout cas, c'est tout le temps là. Donc, c'est quelque chose qui t'angoisse? C'est quelque chose qui peut m'angoisser, qui peut m'angoisser beaucoup. Et puis, parfois aussi, j'ai l'impression que je n'ai pas fait grand-chose. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais tu as 1 million d'abonnés, c'est exceptionnel, etc. Mais c'est bien, mais ça reste des chiffres au final. Et on voit pas, moi, je suis pas médecin. C'est-à-dire que je vois pas le bien que je fais directement aux gens. Donc, c'est compliqué, en fait, de se dire, c'est pas assez j'apporte concret. quelque chose. C'est pas assez concret. Alors, ce serait quoi, si tu ne restais pas créatrice de contenu, tu ferais quoi comme métier concret? Je ferais concret. Je pense que je me lancerais dans la réalisation. Je pense que je me lancerai dans la réalisation. Parce que pour moi, du coup, finalement, la réaction du public, elle est peut-être plus immédiate, ou je pourrais me mettre dans une salle, me glisser dans une salle et voir ce que les gens disent. Mais j'aime beaucoup ça. Donc c'est une side quest. C'est un truc qui est dans ma tête depuis un petit moment. Tu commences à y penser? J'y commence à y penser sérieusement. Et qu'est-ce que tu fais de ton argent aujourd'hui? C'est quoi ton luxe de vie? Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de mon argent? Une très bonne question. Je dirais que je ne sais pas trop ce que je fais de mon argent. Je ne sais pas trop ce que je fais de mon argent. Ça devient une vraie préoccupation. Tu gagnes beaucoup d'argent? Je gagne beaucoup d'argent, vraiment. Pour être tout à fait honnête, je gagne beaucoup d'argent. Je gagne beaucoup plus d'argent que beaucoup de gens qui m'entourent. J'ai un très bon niveau de vie. Mais du coup, c'est vrai que ça vient avec beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Comment je l'investis? Ça, c'est tout le temps dans ma tête en ce moment, effectivement. Donc, j'ai un niveau de vie, je trouve, comment dire, je gagne beaucoup d'argent, mais au niveau de vie, je suis assez, je dirais, pas modeste non plus, mais je vis selon mes moyens, voilà. Je ne dépense pas non plus beaucoup trop d'argent, je pense, et j'essaie beaucoup d'investir, de mettre de côté, et puis je pense que c'est aussi ma programmation mentale, quoi. De se dire, il faut que je mette de côté au maximum, au cas où. Voilà, je suis vraiment dans le au cas où. Et ça, c'est aussi une de mes angoisses, hein, pour être honnête. Et alors, tes amis, comment ils t'accompagnent? Mes amis. Ouais. Est-ce que tu es très entourée? Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Eh bien, je suis bien entourée. J'estime que j'ai quand même beaucoup d'amis, ce qui est étonnant parce que ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Et surtout, pourquoi ça n'a pas été le cas? Moi, j'étais très solitaire. Hein. Je suis une personne très solitaire, je suis très casanière aussi. Ouais.
Et pendant très longtemps, dans la période lycée où beaucoup de gens sortaient, je sais pas, en soirée, ce genre de choses, moi j'étais beaucoup chez moi, voilà. Et du coup, c'est récent, ça fait, je dirais, peut-être 5 ans que vraiment j'ai créé un cercle, exactement, et que j'ai créé un vrai cercle. Donc ouais, mais je trouve que j'ai Pourquoi ? Parce que tu te méfies aussi de pourquoi les gens se rapprochent de toi ? Ah oui, j'ai eu des mauvaises expériences. Hein. En tant que créateur de contenu, je pense qu'on est nombreux à en avoir eu. J'en ai eu pas mal, et notamment une qui est arrivée en 2020, 2021, je crois que c'est 2020 plutôt. Une amie qui s'est un petit peu servie de moi, voilà. Donc on s'est rapprochés, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, on s'est rapprochés assez rapidement, donc vraiment elle est devenue indispensable un peu à ma vie, on se parlait tout le temps, voilà. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte déjà qu'elle était un peu possessive, voilà, et qu'elle me posait des questions du type « Ah, mais cette personne-là, à quel point tu es proche d'elle ?» Un peu comme pour m'avoir pour elle, quoi. Donc c'était déjà un peu particulier, je me disais « Ok, cette fille elle a son originalité, on va dire ça comme ça. » Et puis avec le temps, j'ai appris des choses, qu'elle m'insultait beaucoup derrière mon dos, je pense qu'elle se comparait beaucoup à moi, qu'elle m'appelait son amie youtubeuse, et puis j'ai fait l'erreur de l'engager en alternance. Donc heureusement, ça a pu se terminer avant la période d'essai. Mais du coup, je l'ai engagée en alternance. Elle ne travaillait pas énormément. Et puis, visiblement, elle passait son temps à me critiquer derrière mon dos. Et je pense qu'elle avait un petit complexe d'infériorité, un truc comme ça. Donc heureusement, l'histoire s'est terminée très très bien, puisqu'on a pu se séparer et j'ai pu rompre ce contrat. Mais c'était pas simple, ouais. Il faut faire attention. On a un petit message de quelqu'un qui t'aime beaucoup. Coucou my love, c'est Zaki, j'espère que tu vas bien, tu me manques tellement. Bon petit message, ça va être trop bizarre de se filmer dans la rue mais j'ai pas trop le choix. Petit message pour te dire que je t'aime trop, que tu me manques beaucoup, que je suis vraiment trop contente de t'avoir rencontré. Et d'ailleurs je vais en profiter pour raconter l'histoire de notre rencontre parce qu'elle est un peu iconique. Déjà faut savoir que Olivia et moi on est dans la même classe à la fac. Ah, t'as trop de bruit là. Moi j'étais un peu perché à la fac, donc j'entre dans une classe qui est absolument pas la mienne, il n'y a personne, on attend le prof. Et là je vois apparaître une Olivia sauvage. Du coup on s'est retrouvés là dans la classe à regarder le mur, jusqu'à ce qu'on décide de se parler, qu'on se dise bah, on est un peu bête non ? Vraiment. Vous savez à la fac vous vous sentez un peu seul et tout, etc. au début. Et moi je me suis dit, mais elle est comme moi. On est dans une classe qui est pas la nôtre, on attend le prof pendant 20 minutes et c'est là qu'on se rencontre. Oh my god. Quand j'y pense ça me rend tellement nostalgique, genre... Et aussi quand je vois ton évolution et tout, genre je trouve ça tellement incroyable, genre j'aime trop. Genre t'es trop une star ma vie, une star. Et personne n'arrive à la suivre. Je pense que t'es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes aussi. Et ta dernière coiffure là, la courte. Parce que je vais en parler. J'ai vraiment trop hâte de te revoir my love, vraiment. Oh j'adore, vraiment des belles surprises, je ne m'y attendais vraiment pas. Vraiment, waouh, c'est incroyable. Raconte-moi, qui est Zaki ? Zaki, c'est un de mes amis de la fac. Je pense qu'un de mes amis, du coup, les plus proches aujourd'hui, quand j'ai commencé à créer un vrai cercle, on s'est rencontrés en 2017, justement dans une salle de classe vide. On s'était trompés d'horaire de cours. Et donc, on était les deux zozos à arriver dans la salle comme ça. Et depuis, du coup, on est restés assez proches. Pas assez à mon goût. Comme il le dit dans la vidéo, que on se voit pas assez. On se voit pas assez. Ouais. Et ça, c'est un gros problème pour moi. J'ai beaucoup négligé mes amitiés parce que le travail me prenait beaucoup de temps, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est que j'ai toujours pas trouvé la formule parfaite pour ça. Et j'aimerais beaucoup parce que je me rends compte avec le temps qui passe que y a que ça de vrai en fait finalement, les amitiés, etc. YouTube, ça vient, peut-être que ça partira un jour, mais il y a des gens comme ça qui sont là et qui me soutiennent malgré tout. Et voilà quoi. T'as l'impression parfois que le danger de YouTube, c'est que justement on reste dans un monde virtuel, chez soi, en entre-soi, à regarder des écrans et que ça peut couper de la réalité aussi ? Ah, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on vit dans un monde déjà parallèle parce que virtuel et parce que finalement le travail c'est quoi ? C'est Instagram, poster sur Instagram, etc. Il n'y a rien de concret, de tangible. Et puis il y a aussi... comment expliquer ça ? Il y a aussi la bulle comment dire, qu'on se crée soi-même parce que on se met des objectifs de performance, ce genre de choses. Et donc on est tout le temps dans une sorte de réflexion du comment je vais faire mieux, comment est-ce que je peux m'améliorer, etc. Et
Finalement, ça prend beaucoup de temps, ça, en fait. Hein. Vraiment, c'est très chronophage. Et je crois que on peut très vite s'isoler. Se regarder le nombril, et en fait s'étudier le nombril et s'interroger sur son nombril, être dans un espèce de microcosme qui s'isole. Je suis d'accord. Et oublier le monde autour qui continue à tourner. Donc ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec cette... Pour revenir juste sur les haters, tu m'en parlais tout à l'heure, de ceux qui pouvaient critiquer tes vidéos, tu as aussi été confrontée au racisme? Alors, j'ai pu être confrontée au racisme au début de ma carrière de YouTube, ça c'est vrai. Aujourd'hui, je le sens moins, mais parce que aussi j'ai appliqué pas mal de filtres sur ma chaîne YouTube, donc il y a certains mots que j'ai bloqués, donc des mots racistes par exemple, qui ne peuvent plus apparaître dans mes commentaires. Mais c'est vrai qu'au début de ma chaîne YouTube, puisque tout était... rien n'était modéré. Voilà, je recevais beaucoup plus de remarques vraiment très bizarres, parfois très tendancieuses, des remarques sur mes lèvres, ce genre de choses. J'avais 17 ans à l'époque en plus quand j'ai commencé, donc ouais, voilà, très malvenu. Très malvenu. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais aussi parce que je modère un petit peu quand même les commentaires. Maintenant, je dirais qu'à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance. Du coup, je ne ressens pas forcément de gros décalages avec mes pairs youtubeurs. À part peut-être à une période de ma vie, quand je commençais effectivement, quand on me proposait des contrats, j'avais vraiment souvent l'impression que ces contrats étaient moins bien payés, moins bien rémunérés que ceux de mes pairs, quoi. Et c'est vrai que ça a posé problème pendant quelques temps avant que j'entre en agence. Voilà. Mais sinon, heureusement, je touche du bois. J'ai l'impression que j'ai réussi à faire ma place et que j'ai réussi aussi à exister en dehors de ma couleur de peau. Voilà, et ça c'est quand même super. Voilà, qu'on vient regarder des livres, on vient écouter des histoires, voilà, et on vient pas... on se pose pas la question de c'est une femme noire, quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est aussi une fierté pour moi. Alors, on a une rubrique dans ces zones qui s'appelle « Les yeux dans les yeux ». Et je vais te demander de me raconter maintenant une petite anecdote un peu honteuse, un peu malaisante, quelque chose dont tu n'es pas très fière, mais que tu pourrais laisser sur ce plateau. Et après, comme ça, tu t'en serais libérée une bonne fois pour toutes. Eh bien, il faut que je vous raconte cette rencontre très gênante avec Julien Courbet. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Julien? Alors, il se trouve qu'il anime une émission, du coup, sur je ne sais plus quelle chaîne. En tout cas, c'est une émission qui est géniale, qui permet donc aux personnes qui ont perdu des proches dans des conditions injustes de pouvoir faire valoir leurs droits, etc. Donc, très, très, très intéressante cette émission. Et du coup, on m'a proposé d'assister à un de ces tournages et de pouvoir partager un peu les coulisses sur Instagram. Donc j'y vais tranquillement, je suis très contente. J'ai préparé mon petit speech, j'ai posé quelques questions à Julien, voilà. Et je me dirige vers lui. Et pendant que je me dirige vers lui, je sens que j'oublie toute mon existence n'existe plus. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer, mais genre je me souviens de plus de rien, en fait. Ouais. Donc, je sors mon téléphone comme ça, et il est juste à côté de moi, et donc il attend que je pose ma question. Et moi, je suis comme ça. Et donc, du coup, j'ai une vidéo de Julien Courbet et moi Le bug. Le bug. Exactement. C'est très une vidéo, on regarde la caméra comme ça. T'as été impressionnée? J'étais impressionnée à ce moment-là. T'as perdu tes moyens. J'ai perdu mes moyens. Heureusement, il avait été hyper gentil, il m'a dit, écoute, va revoir tes questions tranquillement, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, et tu reviens vers moi dès que c'est bon. La deuxième prise a été la bonne. Mais c'était tellement gênant. C'était un petit peu gênant, je comprends. Merci de le partager. Tu sais qu'il y a peut-être un jeune journaliste qui un jour vivra la même chose avec toi et tu te souviendras qu'il a pu se retrouver dans la galère. Voilà. Ça me rendra plus empathique du coup. Merci Olivia, merci beaucoup. Merci à toi, on va faire Faustine. une photo. Attends, on va faire une photo. Plaisir. Voilà, merci beaucoup Olivia, je te fais un bisou. Merci à Faustine. Tu fais pas peur en vrai, tu vois, les histoires dont tu parles parfois, mais sinon toi tu fais pas peur. Je suis gentille. Merci à tous de nous avoir suivis sur YouTube et sur France TV /. On se retrouve bientôt pour une nouvelle Safe Zone. On vous embrasse.